du Sud, au cœur du Far West. Un lieu de tous les excès où se côtoient bandits, fines gâchettes, prostituées et chercheurs d'or. Une cité destinée à disparaître dans les flammes. Remontons le temps jusqu'au premier jour de Deadwood. Il y a encore 130 ans, ce n'était que boue et crottin. Et découvrons à quoi ressemblaient les rues les plus dangereuses du Far West. Explorons le réseau labyrinthique de ces mines abandonnées pour en percer les secrets. Ils se servaient tout simplement d'un marteau et d'une barre à mine. Empruntons le tunnel qui finira par établir l'ordre dans une ville sans foi ni loi. Grâce aux archives et aux dernières découvertes archéologiques, nous recréerons le monde perdu de Deadwood, la cité maudite du Far West. Les Black Hills, dans le Dakota du Sud, s'élèvent sur les grandes plaines du Midwest. En 1874, cet écrin de verdure est un havre de paix et de sérénité. Mais la guerre gronde. En moins de 2 ans, Deadwood va surgir de terre. Et avec elle, la violence et la mort déferleront sur ces collines. Chris Murley et Sherry Monahan vont nous dévoiler un univers façonné par la fièvre de l'or. Chris est ingénieur. Nous explorerons avec lui les mines d'or désaffectées. Je veux comprendre comment ils faisaient pour extraire puis transporter l'or. Sherry est historienne. Elle veut savoir ce qu'il y avait avant que la ruée vers l'or ne transforme tout sur son passage. C'est difficile d'imaginer qu'en 1874, ce n'était qu'une étendue sauvage. Les premières traces de camps miniers remontent à l'automne 1875. Au printemps 1876, la ville de Deadwood était sortie de terre. Reste à savoir comment tout a commencé. L'actuelle Deadwood n'a rien à voir avec celle des chercheurs d'or. La rivière aurifère a été partiellement recouverte et la cité de légende a été décimée par le feu. Des explorateurs avaient prospecté la région bien avant la ruée de 1874. Sherry commence son enquête au musée local où elle a rendez-vous avec Arlette Hansen, la conservatrice. Y a-t-il des preuves d'une occupation des lieux avant la ruée vers l'or? Quelques-unes, oui. La plus importante est cette tablette, appelée Sunstone, qui nous rapporte l'histoire de 7 hommes venus ici en 1833. C'est bien avant la naissance de Deadwood. Oui. Les pionniers l'ont trouvé dans les années 1870 sur une colline arborée à 16 km d'ici. L'homme qui a gravé cette inscription ne s'en est pas sorti vivant. Ces mots furent en quelque sorte son épitaphe. Que leur est-il arrivé? Nous avons pris tout l'or que nous pouvions porter. Les Indiens ont eu nos chevaux. Je n'ai plus d'armes, plus de vivres. Les Indiens sont à mes trousses. Des hommes ont bravé ces montagnes en quête d'or. Et ils sont en territoire indien. Selon le traité de Fort Laramie, les Black Hills appartiennent aux Lakota, une tribu Sioux. Ce sont des terres sacrées. Les guerriers sont prêts à sacrifier leur vie pour les défendre. Et l'armée américaine s'est engagée à faire respecter ses frontières. Par ailleurs, qui voudrait s'installer dans ces vastes étendues sauvages, aux hivers rudes et aux pentes abruptes? Il est difficile d'y accéder et difficile d'en sortir. Quelques-uns décident toutefois de s'y aventurer pour revenir avec des promesses d'or. Vous avez là une très belle collection de cartes. À quoi ressemblait la région avant la ruée vers l'or? Il n'y avait pas grand-chose. Comme le montre cette carte, la rivière Missouri délimitait la frontière avec l'Amérique. De ce côté, on a un territoire délimité en comté avec des villes, alors que de ce côté, il n'y a que des montagnes et des cours d'eau.
Les États-Unis commencent à 320 km à l'est des montagnes où s'étendent les Grandes Plaines. C'était un territoire indien. Exact. Deadwood est au beau milieu de ce territoire. L'armée défendait les frontières, mais cela n'a visiblement pas suffi à arrêter la vague de migrants. Comment l'expliquez-vous? L'armée avait une position ambiguë. Au cours de l'été 1874, de nouvelles troupes s'avancent vers les Black Hills. À leur tête, le général Custer. Il n'est pas venu protéger les terres des Lakota, loin de là. Il est en mission de reconnaissance. Dans un ruisseau, à 90 km au sud de ce qui deviendra Deadwood, il découvre un gisement aurifère. Les soldats rebroussent aussitôt chemin. La rumeur se répand comme une traînée de poudre, alors que le pays est en pleine dépression économique. Et c'est la ruée vers les Black Hills. En moins d'un an, 4000 chercheurs d'or répondent à l'appel de l'or. Qu'importe s'ils profanent les terres sacrées des Lakota. Ils établissent un camp de fortune dont on retrouvera l'agencement dans les rues de la ville actuelle. La végétation alentour, faite d'arbres morts et de buissons secs, donnera son nom à la vallée, Deadwood. Que faisaient les gens contre les attaques des Indiens? Y avait-il quelqu'un qui protégeait ces vagues d'arrivants? Bien sûr, le général Custer est revenu En personne? pour protéger les colons des Indiens. Et cela a dégénéré en véritable guerre. Oui, avec au final la bataille de Little Big Horn. Le nombre d'intrus ne cesse d'augmenter. Les Indiens multiplient les attaques. La confrontation est inévitable. La bataille de Little Big Horn entrera dans l'histoire. Le 25 juin 1876, les troupes du général Custer affrontent des guerriers indiens supérieurs en nombre, mieux entraînés et mieux armés. Custer trouve la mort aux côtés de ses hommes. Pour les Indiens, la victoire est amère, car elle marque le début d'une guerre totale avec l'armée américaine. Avant que l'année ne soit écoulée, les Lakota sont contraints de céder le territoire des Black Hills au gouvernement fédéral. Deadwood obtient dès lors un statut officiel. Mais la route qui y mène n'est pas sans danger. Les Lakota continuent d'opérer des raids meurtriers. Cela ne suffira cependant pas à arrêter le flux des chercheurs d'or. En 1878, à 25 km à l'est de Deadwood, l'armée riposte en construisant Fort Meade. Sa position est stratégiquement choisie à la croisée de 3 chemins menant à Deadwood. Le fort se dresse au fond de la vallée, à l'ombre de Bear Butte, une montagne sacrée des Lakota. Sherry va s'entretenir avec l'historien Chuck Rambo. Je me remets dans le contexte de l'époque. Je suis un chercheur d'or qui entre en territoire indien. Je sais qu'il y a un fort, mais est-ce que cela suffit à me rassurer sur la sécurité des chemins? On ne risquait rien si on faisait partie d'un groupe suffisamment important. Sachez toutefois qu'on progressait lentement, car la plupart des gens étaient à pied. La nuit, il fallait établir un camp, ramasser du bois pour faire un feu, s'éloigner de la caravane pour chasser de quoi manger. Et là, tout pouvait arriver. Et si on se faisait attaquer, à quoi fallait-il s'attendre? Les Indiens scalpaient leurs ennemis. C'était une technique toute simple, qui consiste à tirer les cheveux en arrière et à tailler dans le cuir chevelu. C'était une prise de guerre, un trophée. Les Lakota sèment la terreur, mais rien ne saurait faire reculer des hommes mus par la fièvre de l'or. La présence de l'armée à Fort Meade ne fait qu'encourager les nouveaux colons. Chris Murley aimerait savoir à quoi ressemblait le fort.
Avec ce grand espace ouvert, je n'ai pas du tout l'impression d'être dans un fort. J'imaginais un espace clos, avec des palissades et des tours de guet. Et puis on est dans la vallée, avec les montagnes qui nous surplombent. On se sent étrangement vulnérable. Dans ce périmètre, il n'y avait pas de fort à proprement parler. C'était juste un avant-poste militaire. La défense était assurée par les hommes et non par des structures de fortification. 23 officiers et 750 soldats peuvent stationner ici. Les Lakota ont affaire à forte partie. Il n'y a pas de mur d'enceinte, mais l'agencement des lieux est pensé avec une stratégie toute militaire. C'est le plan d'origine, celui de 1879 ? Oui, c'est bien le plan d'origine du bâtiment à côté duquel nous nous tenons. Il servait d'entrepôt. Sa construction a commencé fin 1878 et s'est achevée en 1879. C'est le seul bâtiment d'origine ? Oui, c'est le seul bâtiment d'origine sur tout le périmètre. Toutes les structures ont été démantelées. Mais ce bâtiment va permettre à Chris de se faire une idée de l'ensemble. C'est immense, aussi grand qu'en surface. On y entreposait les réserves alimentaires. Les murs sont en briques. Je croyais que les forts étaient entièrement bâtis en bois. C'était construit pour durer. Ils avaient donc l'intention de rester ? Bien sûr, c'était un poste militaire permanent. Le fort, tel qu'il se dressait au XIXe siècle, n'existe plus. Mais nous pouvons en faire une modélisation précise. Les quartiers des officiers s'alignaient d'un côté du terrain de rassemblement central, lequel faisait l'équivalent de 28 terrains de football. En face, il y avait les étables, les entrepôts et le cantonnement des soldats. Promesse d'or pour les uns, terre sacrée pour les autres, les Black Hills suscitent toutes les convoitises. Les pionniers qui s'y aventurent le font à leur risque et péril. Mais les mines qu'ils creuseront leur réserveront des dangers plus grands encore. Les premiers pionniers n'ont à disposition qu'une bâtée. Pourtant, certains feront fortune. En 1876, les plus chanceux récolteront ainsi 1,5 million de dollars d'or, soit l'équivalent de 36,5 millions d'euros actuels. Mais tous n'ont pas cette aubaine, loin de là. La bâtée ne suffit pas. Les hommes décident de remonter à la source en fouillant les entrailles de la terre. Ils découvrent alors le plus riche filon d'or de toute l'Amérique, à 5 km à l'ouest de Deadwood. Au cours des 124 années qui suivront, les mineurs vont extraire plus d'1 million de tonnes d'or, l'équivalent de 19 milliards d'euros actuels. David Wolf va nous en apprendre plus sur les mines de Homestake. À quoi avons-nous affaire ? Nous avons sous les yeux l'exploitation minière à ciel ouvert de Homestake. C'est ici que tout a commencé. Le trou s'est agrandi au fil des ans pour atteindre ses proportions gigantesques. C'est à couper le souffle. Ils ont anéanti une montagne entière. On peut encore voir les contours dans le paysage. Au début, les mineurs ne creusent qu'en surface, créant une tranchée d'environ 1,5 km. Voici ce qu'ils recherchent. La roche noire est mélangée à du quartz. Le quartz remonte à la surface de la Terre en transportant l'or en son sein. On le voit bien là. L'appât du gain pousse les hommes à creuser tout un réseau de tunnels souterrains et de puits. La roche fragilisée finit par céder et les galeries s'effondrent sur elles-mêmes. C'est l'exploitation minière des années 1980 qui intensifiera l'excavation, laissant ce cratère de 380 mètres de diamètre. On voit des trous tout du long, comme dans du gruyère. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les tunnels creusés dans les années 1880. Les tout premiers tunnels, donc. Il y en a vraiment beaucoup. Ces galeries sont tout ce qui reste des premières mines.
David et Chris vont explorer l'une d'elles à 45 mètres sous terre. Bienvenue dans la mine d'or de Homestake. Impressionnant. Nous allons nous enfoncer dans le flanc de la montagne. Jusqu'à quelle profondeur descendait-il? Les galeries les plus profondes vont jusqu'à 2400 mètres. Tant que ça? L'exploitation de Homestake est destinée à devenir la mine la plus profonde de tous les États-Unis. Mais dans les premiers temps, les hommes se contentent de creuser près de la surface et de déblayer les gravats dans des berlines tirées par des chevaux. Comme vous le constatez, c'est en pente pour faciliter le roulage. Les berlines pleines descendent vers la sortie et remontent à vide. C'est ingénieux. Prêt. La pente offre un autre avantage. Il y a des infiltrations d'eau. Le sol est détrempé. Que faisait-il pour y remédier? C'est un problème récurrent dans les mines. Il faut alors mettre en place un système de pompage et d'évacuation. Ici, l'eau s'écoule tout naturellement le long de la pente. Les inondations sont synonymes de mort. Dans certaines galeries plus profondes, il fallait cependant pomper l'eau, d'où ces canalisations. Les sections les plus profondes sont maintenant complètement inondées et les galeries les plus anciennes de la mine sont trop instables pour qu'on s'y aventure. Pour voir comment les mineurs procédaient à l'époque de la ruée vers l'or, David Wolf emmène Chris à Broken Boot, une mine dans les environs de Deadwood. Je reconnais le soutènement en bois que l'on voit dans toutes les mines. Cela sert à renforcer les parois de la galerie. Un éboulement et les hommes se retrouvent enterrés vivants. Ces poutres en bois sont leur seul rempart contre des milliers de tonnes de roches. Attention, Dans ces longs tunnels humides, ils se dirigent à la seule lueur des bougies. L'abattage se fait à la main. Il se servait tout simplement d'un marteau et d'une barre à mine qu'il faisait tourner d'un quart de tour à chaque coup. exact. C'est long. Question de persévérance. Il ne faut pas moins de 4 heures pour creuser un trou de 60 cm. Pour aller plus vite, ils travaillaient souvent à deux. À ce moment-là, il y en avait un qui tenait la barre à mine et l'autre qui maniait le marteau. Il fallait bien choisir son coéquipier. Un ami de préférence. Bien sûr. Une fois la dynamite plantée dans le trou, il s'éloigne et allume la mèche. Nombreux sont ceux qui y perdent la vie. On aboutit à une immense cavité. Qu'est-ce que c'est? On appelle ça une taille. Les mineurs creusaient des galeries jusqu'à atteindre le filon d'or à exploiter. Nous sommes donc sur un chantier d'exploitation. Incroyable. 15 mètres de haut, 10 mètres de large et 55 mètres de long. Le chantier peut aussi se transformer en sépulture géante. Les parois ne risquent pas de s'effondrer? La plupart des tailles de cette importance étaient renforcées par un soutènement avec des cadres. On superposait des cubes en bois à mesure que le chantier s'agrandissait. Cela sécurisait les lieux et offrait une plateforme de travail. On achemine des poutres de 3 mètres de long et on les assemble sur place au fur et à mesure. Cette technique de soutènement a le mérite d'être très simple à mettre en place. Nous avons reconstitué le réseau de galeries souterraines de la mine de Homestake. Les tunnels s'enfonçaient à près de 250 mètres sous la terre. Les mineurs pouvaient dégager jusqu'à 900 tonnes de minerais par jour. Deadwood se trouvait alors sur les 250 km² les plus riches de la Terre. Chris veut maintenant savoir comment il faisait pour extraire l'or du minerai. Tous les bâtiments autour de la mine ont été rasés, mais il en reste de nombreux vestiges. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des broyeurs, qu'on appelle bocards. On retrouve ce genre d'appareil dans tout l'Ouest américain. Pour extraire l'or, il fallait commencer par broyer le minerai pour dégager le précieux métal de la roche. Et c'est ce que faisaient ces machines. Ces machines gisent désormais comme des géants tombés sur le champ de bataille. Il faut compter 40 pilons par bocard. On broyait le minerai avec ces pilons d'acier de 450 kg. Les bocards fonctionnent à la vapeur.
une courroie actionne un axe en rotation sur lequel sont fixés les pilons. Les pilons se trouvaient à ce niveau, c'est ça? Et ça, c'est quoi? Cela servait à alimenter et réguler le flux de minerai dans le bocard. Et voici le mortier, juste sous le pilon. C'est ici même que l'on broyait le minerai d'or. Le minerai déversé par flux régulier est pulvérisé. Ces géants d'acier de 18 tonnes tournent nuit et jour. Il ne faut pas moins de 4 tonnes de minerai pour extraire 30 grammes d'or. Le martèlement sourd de ces machines résonne dans toutes les montagnes alentours. Deadwood vivait au rythme de ce grondement continu. Avec plus d'1 millier de ces engins, le bruit devait être assourdissant. C'était l'appel de la prospérité, de l'argent, du travail. Mais l'argent durement gagné est aussitôt dépensé. Deadwood devient rapidement un lieu de perdition où l'on risque sa fortune et sa vie. Mary Kopko va nous en apprendre plus sur ce quartier sulfureux. C'est difficile de s'imaginer ces rues grouillantes de bandits patibulaires. C'était pourtant un endroit malfamé. N'oublions pas que la ville s'est érigée ici en toute illégalité. Les gens étaient de toute façon hors la loi. Un journal avait même suggéré de troquer le nom de Deadwood par Deadman, homme mort. On comptait 34 meurtres et environ 90 morts violentes pour les 2 premières années. C'est un taux de meurtre 30 fois plus élevé que dans les villes les plus dangereuses aujourd'hui. La plupart des hommes étaient armés pour pouvoir défendre leurs biens. Quand une bagarre éclatait parce qu'ils avaient bu ou pour un différend aux cartes, cela finissait souvent à un coup de pistolet. L'ambiance dans les saloons est explosive. L'un d'eux sera le théâtre d'un des assassinats les plus marquants de l'histoire de l'Ouest. Wild Bill Hickok est une légende vivante, connu pour être une fine gâchette. Cela ne l'empêchera pourtant pas de se faire abattre. Il joue au poker au saloon Number 10, quand un homme lui tire froidement dans le dos. La mort de Hickok est à la une de tous les journaux du pays. Mais à Deadwood, ce n'est qu'un incident banal. Tous les bars sont concentrés dans ce quartier. Le centre-ville est divisé en 2 parties. La zone commerçante au sud et les Badlands au nord. Derrière cette ligne, vous étiez dans les Badlands. Quelques pas de plus et j'étais dans l'antichambre de la mort. C'était à vos risques et périls. En 1879, un incendie réduit en cendres les bâtiments d'origine, mais en voici une reconstitution fidèle. La rue principale d'une 60aine de mètres est une enfilade de 75 saloons. C'est l'une des rues les plus malfamées des États-Unis. Le Gem Theater est le plus célèbre de ces établissements. Il ne désemplit jamais. Alcool, spectacles de danse, jeux de hasard et prostituées, un cocktail ravageur de vices et de violence. Tel Sodome et Gomorrhe, il sera détruit par le feu et ne sera jamais reconstruit. Jerry Bryant a mené une campagne de fouilles sur le site des Badlands en 2000. Pouvez-vous nous en dire plus sur le Gem? Quand on passait la porte du saloon, on trouvait sur la droite un bar de 7 mètres de long. Dans le fond, c'était la salle de spectacle, avec plusieurs rangées de chaises pour les spectateurs. La scène se trouvait tout au fond. On y donnait des pièces de théâtre ou des spectacles de danse. À l'étage, un balcon surplombait l'ensemble et donnait sur des alcôves fermées. C'est là que les filles emmenaient leurs clients. Pour? À votre avis? Ah, je vois. Le Gem fait des plaisirs une véritable industrie. Au bar, l'alcool coule à flot. Les femmes dansent sur scène et monnaient leur charme à l'étage dans les alcôves privées.
La soif de l'or draine des milliers de prospecteurs des quatre coins de la planète. La rumeur des gisements de Deadwood se répand jusqu'en Chine. Pour en savoir plus, Sherry va s'entretenir avec Chris Laserman. Nous sommes au cœur de Deadwood. J'ai du mal à imaginer une communauté chinoise dans ces lieux. Que faisait-il là? C'était la plus grande communauté chinoise du nord des Black Hills, avec environ 140 personnes. Comment gagnaient-ils leur vie? Les Chinois ont commencé dans les mines, mais ils se sont très vite reconvertis dans la restauration et la blanchisserie. Ils vivaient des mineurs, pour ainsi dire. Oui, et ils s'en sortaient plutôt bien. Un blanchisseur gagne plus d'argent par jour qu'un mineur moyen. Beaucoup d'établissements se doublent d'une maison close ou d'une fumerie d'opium. Selon la carte, le quartier chinois se trouvait à la limite de Deadwood, en périphérie de la ville. Le centre du quartier chinois est à une centaine de mètres d'ici. Le quartier chinois, qui s'étendait à l'extrémité nord de Deadwood, a été entièrement détruit. Aujourd'hui, c'est un parking. Des archéologues fouillent le site entre 2003 et 2005. Et, en plein cœur du Far West, ils mettent au jour un temple chinois ainsi que des centaines d'objets. Je vais vous montrer l'une de nos plus belles découvertes, trouvée non pas dans le temple, mais sur le site. C'est excitant. Cela servait à chauffer le thé ou l'alcool. C'est le seul objet de vaissellerie de ce genre que l'on ait découvert. Ce devait être un objet cérémonial, utilisé par toute la communauté. Érigé à flanc de montagne, le temple chinois est le point de convergence du quartier chinois. Ces lignes orientales le démarquent de toutes les autres constructions des Black Hills. Les habitants de Deadwood viennent des quatre coins du monde. Prospecteurs d'or et mineurs côtoient les pires malfrats. Des prostituées, des joueurs et des bandits à la gâchette facile. La violence et la dépravation qui règnent dans ces bas-fonds, les Badlands, en font une cité de tous les vices. Mais sa gloire sera de courte durée. En une nuit, un incendie foudroyant la réduira en cendres. Quelle a été l'ampleur de cet incendie? Jusqu'où s'est-il étendu? Ce fut un incendie dévastateur. Il s'est propagé dans le quartier commerçant et l'a entièrement rasé. Il faut dire que les bâtiments étaient en bois. Le feu est parti de Sherman Street, au sud du quartier commerçant. Il a fini par gagner la quincaillerie où était entreposée la dynamite. L'explosion a embrasé toute la ville. Elle a tout englouti. Les flammes prennent le quartier nord d'assaut, détruisant au passage 300 commerces. Les Badlands n'y survivront pas. 2000 personnes se retrouvent sans toit. Elles se réfugient sur cette colline et regardent leurs biens partir en fumée. Imaginons que je fasse partie des plus démunis. J'ai mis tous mes espoirs, tout mon argent et mes rêves dans cette ville. Et voilà qu'elle se désintègre sous mes yeux. Que vais-je devenir? L'événement est catastrophique, mais les gens n'ont pas baissé les bras pour autant. Ils se sont attelés à la reconstruction de la ville. 4 heures seulement après l'extinction des flammes, ils fouillaient les décombres pour récolter de la poussière d'or et financer les travaux. Une partie des bâtiments de la rue principale que l'on voit aujourd'hui date de 1879. Deadwood avait été édifié à la hâte avec le bois disponible sur les lieux. Là résidait sa vulnérabilité. Chris visite un chantier de bois d'œuvre pour essayer de comprendre comment Deadwood est sorti de terre. Vous construisez une cabane en rondin avec des outils dernier cri. Comment les hommes procédaient-ils à la fin du XVIIIe siècle? Ils débitaient des rondins plus petits. Tout se passait manuellement à l'époque. Les rondins devaient faire à peu près ce diamètre. Vous voyez la différence? Et puis leur cabane n'était pas très haute. Nous élevons les plafonds à 2,40 m, 2,70 m, voire 3 mètres. Eux s'arrêtaient à taille d'homme.
Il fallait parfois se baisser pour passer le pas de la porte. Les gens ne faisaient que s'y reposer avant de redescendre dans la mine? Exact. Si les gens tenaient dedans, c'était suffisant. Les collines boisées offrent la matière première à profusion. Ces cabanes en rondins sont solides et simples à ériger. Elles protègent des hivers rigoureux et des attaques indiennes. Le traitement des rondins a peu changé au fil des siècles. Voilà ce qu'on utilisait pour enlever l'écorce. C'est une tâche familière pour Chris, qui a travaillé à la restauration des boisages de mines désaffectées. Vous voulez essayer? C'est un peu différent de ce que j'utilise en général, mais le principe est le même. Donc il faut enlever l'écorce pour éviter que le bois ne pourrisse. Les pionniers ne se donnaient pas toujours cette peine. Pourtant ça marche bien. Comme la ville se développe, des scieries vont s'implanter. Les rondins sont alors débités en planches, ce qui permet d'accélérer le rythme des constructions. Les premiers bâtiments édifiés après le grand incendie sont encore en bois, comme en témoignent ces bâtisses. Ce sont des bâtiments de 1879. Nous sommes devant le premier bâtiment construit après l'incendie. Celui d'à côté date de la même époque. Ils sont encore tous les deux en bois. Ils sont magnifiques. Je constate qu'ils sont accolés l'un à l'autre. Vous comprenez mieux comment l'incendie a pu se répandre et gagner la ville comme un feu de paille. Tout était en bois. Ça s'est rapidement embrasé. Il a suffi qu'un bâtiment soit touché pour que tout s'effondre. Absolument. Les bâtiments étaient collés les uns aux autres par manque de place. Entre la rivière et le flanc de la montagne, on comptait 500 bâtisses entassées sur une surface d'environ 6 terrains de football. Grâce à toutes ces données, nous avons reconstitué Deadwood telle qu'elle était avant l'incendie de 1879. La rue principale était bordée de bâtiments en bois et de cabanes en rondins. De simples planches faisaient office de trottoir. Les habitants tirèrent une leçon de l'incendie. Dès qu'ils le pourront, ils construiront désormais en briques et en pierre. Est-ce le genre d'immeuble que l'on construisait après l'incendie? Oui. Ce bâtiment a d'ailleurs été baptisé Phoenix parce qu'il s'est littéralement relevé de ses cendres. Les briques étaient-elles de fabrication locale? Oui. Une fabrique de briques s'est implantée dans la ville après l'incendie. C'était plus facile et plus sûr de construire en dur. Exact. Ils se sont adaptés. En à peine plus d'une décennie, le paysage de Deadwood subit des transformations radicales. Les cabanes en rondins et les tentes des premiers pionniers ont été érigées en pleine nature. Puis, elles ont vite cédé la place à des bâtiments plus importants en bois. Mais après l'incendie, Deadwood devient une ville de pierre et de briques. La transformation ne s'opère pas qu'en surface. L'âme même de la ville s'en trouve modifiée. Le feu a comme lavé Deadwood de ses vices. Mais c'est le fer qui va l'engager sur la voie de la modernité. Le progrès, l'ordre et la respectabilité avancent au rythme du chemin de fer. Quand les premiers prospecteurs arrivent à Deadwood, la station de train la plus proche se trouve à 320 km, au fort Pierre. Mary Kopko va expliquer à Sherry comment les gens se rendaient à Deadwood avant l'arrivée du chemin de fer. Cela servait au transport des marchandises? Oui. C'était d'ailleurs le seul moyen de se rendre à Deadwood durant l'été 1876. Le chemin était difficile. Il fallait gravir la montagne avant de redescendre dans le ravin. Avec ces chariots pleins de marchandises, ce devait être risqué. Il fallait faire attention dans la descente de ne pas glisser. Quand je pense que les habitants de Deadwood dépendaient entièrement de ce type de transport pour se ravitailler, il fallait également acheminer l'équipement minier qui était très lourd. Le transport coûtait une fortune. Ces chariots continueront à transporter les marchandises, tandis que les gens finiront par leur préférer les diligences. Le voyage n'est pas sans risque. Les attaques d'Indiens sont fréquentes et les bandits de grand chemin sont aux aguets.
des gardes armés doivent les escorter. Escorter ces diligences n'était pas un métier facile. Qu'il y ait de l'or ou des passagers à bord, il risquait sa vie. Ils transportaient de l'or dans les diligences? Il fallait bien faire sortir l'or de Deadwood. Entre 1877 et 1890, les diligences convoient 60 millions de dollars en lingots d'or, soit l'équivalent de 1,5 milliard d'euros actuels. L'enjeu est de taille. Les Black Hills représentaient une barrière naturelle très contraignante pour les chercheurs d'or et les propriétaires des mines. Elles se dressent désormais face à l'avancée du chemin de fer. Se frayer un passage jusqu'à Deadwood est une véritable gageure technique. Pour traverser les vallées et les cours d'eau, il faut ériger de gigantesques ponts à tréteaux sur parfois près de 215 mètres de long. Rick Mills, un spécialiste des chemins de fer, va nous expliquer comment les hommes sont venus à bout de ces montagnes. Ils se sont frayés un chemin dans la roche, un travail de titan. Quand on regarde le tracé du chemin de fer sur les cartes, on ne se rend pas compte du travail que cela représente à cause du relief. On retrouve ici le principe de l'excavation minière à ciel ouvert. On voit d'ailleurs les traces de forage. Ils bourraient le trou d'explosifs et ensuite ils faisaient sauter la roche. La technologie minière est mise à contribution. Mais cette fois, l'or n'est pas dans la roche, il est sur les rails. Celui qui contrôle le chemin de fer contrôle l'or. En 1890, la compétition fait rage entre deux compagnies ferroviaires rivales. L'une se trouve à Whitewood, l'autre à Edgemont. Toutes deux convoitent Deadwood et ses richesses. Mais la route du Nord est barrée par une montagne insurmontable. Nous voici devant le dernier tunnel construit par la Northwestern en direction de Deadwood. Le boisage est impressionnant. C'est la même technique que dans les mines, mais à beaucoup plus grande échelle. Le soutènement épouse parfaitement la voûte. Comme les locomotives étaient à vapeur, on voit encore les traces de fumée. Tout du long, oui. Avec Chris et Rick, explorons ce tunnel. C'est très haut. Je n'avais jamais vu un tel boisage dans un tunnel ferroviaire. Les wagons de marchandises faisaient plus de 4 mètres de haut et ils étaient très larges. C'est incroyable comme le site est bien conservé. Regardez ce qu'il y a là. On dirait une traverse. Oui, il semblerait qu'elle ait été équarrie à la main. On voit bien l'entaille pour caler le rail. Et ici, le trou pour le tire-fond. Il date des années 1890. Il a fallu des milliers de traverses comme celle-ci pour jalonner la route entre Whitewood et Deadwood. Chris et Rick poursuivent leur exploration. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un coffrage en étain pour limiter les frottements des locomotives sur le plafond. C'est tout rouillé au centre, à cause de la vapeur brûlante qui s'échappait de la cheminée. Oui, et ça continue tout du long. Nous avons maintenant suffisamment d'éléments pour reconstituer le premier tunnel qui relia Deadwood au monde extérieur. D'une longueur de 400 mètres sur 6 mètres de hauteur, il est une prouesse technique qui va assurer la victoire des chemins de fer du Nord. Cela n'aurait pas été possible sans le travail acharné de milliers d'ouvriers. En tout, les deux compagnies ferroviaires ont creusé 5 tunnels, érigé près de 250 ponts à tréteaux et posé plus de 180 km de rails à travers les montagnes. Tout ça en moins d'1 an. Les voies ferrées ont été démantelées, mais elles ont à tout jamais marqué le paysage des Black Hills et donné un nouveau visage à Deadwood. Sherry et Rick vont arpenter la ville à la recherche des traces de cette transformation. J'ai cru comprendre qu'il ne restait pas grand-chose du chemin de fer. Mais qu'avons-nous là? C'est l'une des voies les plus fréquentées qui arrivait à Deadwood. C'est la seule que l'on puisse voir encore de nos jours. La chaussée a été recouverte de bitume en 1983, mais ils ont laissé ses rails visibles. C'est comme si le passé nous faisait un clin d'œil. Pour ne pas tomber dans l'oubli.
La première gare de voyageurs existe toujours. Nous sommes sur le quai. Qu'y avait-il devant nous? La voie principale arrivait de Whitewood sur notre droite et rejoignait les rails que nous avons vus. Nous avons donc ici la voie principale. De l'autre côté, une voie secondaire et une autre encore par là. Le tracé de l'autoroute actuelle reprend celui de la voie principale qui rejoignait les mines au-dessus de Deadwood. Le réseau était assez dense et nous sommes en son centre. Et si je me mets là, où suis-je? Sur une voie secondaire, alors que je me tiens sur la voie principale. Derrière vous, il y avait encore d'autres voies. Ça circulait de partout. C'était à qui dépasserait l'autre? En tout cas, ça a changé leur quotidien. Le chemin de fer ouvre une ère nouvelle pour Deadwood. Il injecte du sang neuf et apporte le progrès. La gare devient le nouveau centre névralgique de la ville. Le premier train de Whitewood entre en gare le 29 décembre 1890. Le même jour, les guerres indiennes prennent fin avec le massacre de plus de 150 Amérindiens à Wounded Knee Creek. Le monde qui a vu naître Deadwood n'est plus. En partant sur les traces du passé sulfureux de la ville, nos enquêteurs ont découvert un univers où l'on brûlait la chandelle par les deux bouts. La toute première ville de Deadwood n'a véritablement existé que pendant 4 ans. La ruée vers l'or a transformé un campement de fortune en une cité de tous les excès, où se côtoyaient pionniers, bandits et opportunistes. La ville a été érigée illégalement sur un territoire indien. Elle a été façonnée par des hommes violents, cupides et sans scrupules. Le feu l'a entièrement décimée en 1879. Au final, sa prospérité éclipsera sa réputation de ville sans foi ni loi. Les mines de Deadwood sont une prouesse technique, mais c'est la construction du chemin de fer entrepris dans ces montagnes qui marquera la fin de ce qui a rendu la ville célèbre. Tout ce qui a fait la gloire et la déchéance de cette ville a disparu en l'espace de 130 ans. Grâce à une enquête minutieuse, nous avons pu cependant reconstituer le monde disparu de Deadwood, la ville maudite du Far West.